Vous écoutez le podcast de So Sweet Planet. Je suis Anne Greff et je vous propose des rencontres autour des thèmes de l'environnement, de la culture et des droits humains. Je m'appelle Ferhat Alani. Je suis français et irakien. En 1989, j'ai 9 ans. Aujourd'hui, les deux ennemis mortels d'hier vont devoir se retrouver pour faire la paix. Les raisons de leur revirement tiennent en un seul mot, épuisement. Pour une guerre qui n'a fait finalement ni vainqueur, ni vaincu. La guerre entre l'Iran et l'Irak vient de se terminer. Je vais enfin pouvoir découvrir le pays de mes parents. Ferhat Alani, bonjour. Bonjour. Ferhat Alani, vous êtes né en 1980 à Paris de parents irakiens. Vous avez été correspondant à Bagdad entre 2003 et 2008, de iTélé, Ouest France, La Croix et Le Point. Vous avez ensuite travaillé à Paris avec l'équipe de l'émission L'Effet Papillon, pour laquelle vous réalisez des reportages en Irak, mais aussi dans beaucoup d'autres pays. Vous collaborez régulièrement avec Le Monde Diplomatique, le site web Orient 21 et la revue Géo. Vous vous êtes installé à Dubaï en 2012 et vous y avez créé une agence de production, Inside Film. Vous collaborez donc régulièrement en tant que producteur et réalisateur avec Arte, France 24 et Canal+. Et vous avez écrit une histoire sous une forme assez improbable, sous forme de tweet, à partir de 2016, qui s'est transformé en un superbe documentaire d'animation et un tout aussi superbe livre, Le Parfum d'Irak, coproduit et coédité par Arte et Nova. Et on se rencontre aujourd'hui pour en parler. Bonjour. Bonjour et merci. J'ai adoré ce documentaire, vraiment. Je l'ai regardé plusieurs fois. J'ai été très très touchée par ce qui s'en dégage, par les images aussi dont on va parler, et puis évidemment l'histoire, ce que vous y mettez en avant. En regardant votre parcours, j'ai l'impression qu'il y a un dénominateur commun au fait que vous ayez décidé de partir en tant que journaliste en Irak en 2003 et au fait que vous ayez décidé d'écrire Le Parfum d'Irak en 2016. Vous aviez visiblement envie à chaque fois de déconstruire les clichés sur ce pays, d'en montrer autre chose qu'une simple captation de la violence, de la guerre, de nous permettre d'en approcher les habitants, leur vie, leurs émotions, leur humanité. Le 11 septembre 2001, je crois, a été une première étape. Les attentats à Paris plus récemment, tout ça a conditionné un petit peu notre regard ici sur l'Irak et la façon dont on nous présente l'Irak ici, laisse-t-elle à désirer? Et c'est exactement ça, en fait, ma démarche depuis le début sur l'Irak est d'apporter l'autre visage, l'autre versant, l'autre Irak tout simplement, à travers des histoires à hauteur d'hommes et de femmes et d'enfants, à l'encontre des chiffres et des analyses froides que l'on a sur l'Irak. L'Irak, aujourd'hui, je mets au défi n'importe qui de taper Irak dans Google et on tombe uniquement sur des images de guerre. Trouver ne serait-ce qu'une image d'un Irak paisible est quasi impossible aujourd'hui. Et donc, effectivement, peut-être que le dénominateur commun pour moi est de transmettre autre chose, mais pour la première raison, c'est qu'en fait j'ai vu un Irak paisible, j'ai vu un Irak joyeux. J'avais 9 ans, c'était en 1989. J'y ai goûté la plus merveilleuse glace à l'abricot de toute ma vie, mais je précise volontairement en fait ces détails qui peuvent paraître légers, mais qui en vérité me servent d'outils pour raconter des choses parfois beaucoup plus graves. Et puis même à 9 ans, je n'étais pas naïf, je savais que l'Irak était quand même une dictature et j'ai découvert plein de choses comme ça. Donc oui, c'est la démarche première, c'est de raconter autrement le pays de mes parents. Voilà, et évidemment, vous êtes bien placé puisque vos parents sont irakiens et vous y êtes allé dès votre plus jeune âge. Est-ce que Le Parfum d'Irak a été traduit et quel retour avez-vous reçu en fait en dehors de France et peut-être en Irak ? Alors en fait, la genèse de tout ce projet, ce sont des tweets que j'ai écrits à l'été 2016 avec cette même idée de transmettre autre chose, mais aussi par provocation. Pourquoi 2016 ? C'est 13 ans après l'invasion de l'Irak. Pourquoi à ce moment-là ? Parce qu'on a été touché en plein cœur, en France, à Paris, par les attentats. Et on a vu apparaître du jour au lendemain encore plus d'analyses, encore plus de chiffres sur un Irak que je ne reconnaissais pas.
Et donc cette démarche-là part de tweets. Ensuite, ça devient, on va dire entre guillemets, en toute modestie, un succès parce que c'est beaucoup lu, c'est beaucoup partagé, c'est beaucoup commenté. Donc c'est en français. Et donc c'est en français. Voilà. C'est en français et à ce moment-là, voilà, je fais des radios, des télés, c'est un petit peu mon milieu, donc j'en parle. Et puis avec des amis qui sont également des confrères, on décide littéralement d'en faire un truc. Et ce truc, c'est devenu d'abord une web-série, un projet de web-série de 20 épisodes de 2 minutes à 3 minutes, inspiré ou tiré de ces tweets, à peu près 1000 tweets. Web-série d'animation. D'animation. Donc on était 3, moi-même, Leonard Cohen, pas celui qu'on connaît, mais un autre, qui est lui à l'image, et puis Thomas Riby, qui est un ami journaliste et producteur chez Nova. Et donc à 3, on a décidé d'en faire quelque chose d'animé, parce que je parle énormément de choses de l'ordre de l'onirique, du poème, du rêve, du souvenir. Et donc l'image nous aide à aller un peu plus loin dans l'imaginaire. Et aussi pour ancrer cette histoire qui parfois, surtout lorsque l'on ne connaît pas l'Irak, peut paraître un peu folle ou un peu exagérée. Alors que non, en fait, elle est inspirée uniquement de ma jeune expérience en Irak. Et donc pour répondre à la question, pour l'instant, la web-série a été traduite en anglais et en arabe par France 24, parce que France 24 est aussi un second diffuseur, et en ce moment la série est diffusée dans le monde à travers 3 langues, le français, l'anglais et l'arabe. Et pour le livre, on attend, on espère qu'une version arabe arrivera, ainsi qu'une version anglaise. Et est-ce que vous avez des retours? Comment c'est perçu? Parce que quelquefois, à la fois on sent beaucoup d'amour pour ce pays, et puis il y a des passages où vous êtes un petit peu dur aussi. Oui, mais il faut, je pense, être complet et être entier sur une histoire. Moi, c'était un pays que j'aime. Il y a pas mal d'histoires comme ça on va dire, français d'origine qui racontent leur pays. Parfois, le regard est très noir, parfois il est très naïf. J'espère que le mien comporte un peu des deux, c'est-à-dire que je suis dans l'autocritique. Je suis dans le critique d'un régime, de différentes situations, mais je crois que ce qui se dégage, et c'est ce que j'ai dans les retours de lecteurs ou de comment on appelle ça, d'internautes ou de téléspectateurs, qui ressentent quand même l'amour que je porte à cette culture, à ce pays, et notamment à cet Irak de 1989 qui ne m'a jamais quitté en fait. Et donc, si vous voulez, beaucoup de nostalgie. Énormément de nostalgie. Moi, je suis nostalgique de manière générale. Ça se comprend, vu la différence. Enfin, moi, je ne connais pas l'Irak malheureusement, mais vu la différence entre ce que vous décrivez de 89, je ne sais pas si c'était idéalisé par vos yeux d'enfant, mais enfin, en tout cas, la situation clairement était très différente de celle d'aujourd'hui. Donc on comprend que vous puissiez être aussi nostalgique en dehors d'un enfant qui est nostalgique de son enfance. Le pays a beaucoup changé. Non seulement il a beaucoup changé, mais en plus c'est quand même l'histoire d'une chute. Peu importe de quel point on se place, moi, l'enfant que j'étais, a vu un pays peut-être idéalisé. Mais je sais que mes souvenirs sont très réels. Et ces joies, ces moments de joie, ces plaisirs passés dans mon pays, je ne les ai jamais oubliés. Et effectivement, d'année en année, de décennie en décennie, je vois un pays s'effondrer. Et donc c'est une histoire nostalgique et en même temps un message d'amour. Le documentaire est sorti, je crois, en octobre 2018. Le livre à peu près en même temps. Le livre le 3 octobre exactement et la série une semaine après. D'accord. Et il y a déjà eu plusieurs sélections en festival, et j'ai vu encore récemment Annecy, je crois. Alors on a eu Annecy, là je rentre de Bastia pour le festival BD, et puis on a eu un prix juste hier à Florence, un festival qui s'appelle le Middle East Now, où on a eu le prix du public. Le public a été conquis. Bravo. Merci. Et le film, je crois, ne propose pas exactement le même contenu que le livre, si j'ai bien lu. Alors, le livre reprend en fait les 1000 tweets qui s'étalent, on va dire, de 89 à 2011 dans la chronologie. Donc c'est plus complet. La web-série, pour des contraintes évidemment éditoriales, on a pris 20 anecdotes qui retracent cette même chronologie. De 89 à 2011. 89, donc c'est la première fois que je vois l'Irak, et 2011, c'est le départ des Américains, donc c'est symbolique. Et donc on reprend 20 anecdotes qui sont les étapes un peu. Qui sont les étapes, les grandes étapes. Ouais. La partie visuelle, il y a une créativité, c'est vraiment impressionnant, je trouve. Merci Leonard Cohen. Oui, justement, la mise en image de votre récit, donc est-ce que vous y avez participé? Est-ce que vous aviez des envies précises, ou est-ce que vous avez laissé carte blanche à Leonard Cohen pour s'en occuper? Alors,
Une totale carte blanche, mais avec énormément de discussions. Donc en fait, on a travaillé parfois ensemble à Paris quand on le pouvait, parce que nous vivons tous les deux à l'étranger, et très souvent à distance via Skype ou autre. Et en fait, on discutait tous les jours. Si vous voulez, la démarche de ces discussions était l'équilibre. Le maître mot, c'était équilibre. Moi, j'ai une écriture où je donne beaucoup de couleurs, d'odeurs, d'images. Et évidemment, en animation, on a besoin de ça, et donc il fallait ne pas se répéter. Donc le travail consistait à épurer à la fois mon texte, pour lui laisser la place à l'image, et puis parfois l'image en disait beaucoup trop, et donc j'avais besoin de Oui, il ne fallait pas de que ce plus soit d'espace. redondant. Voilà, il ne fallait pas que ce soit redondant, donc c'était vraiment carte blanche, on va dire, sur la créativité de Léonard, et j'avais juste mon mot à dire sur les détails, sur des contextes historiques, etc. Parce Donc qu'il ça ne a bien connaît marché. pas l'Irak, je crois. Il ne connaît pas du tout l'Irak, il a été un lecteur de ses tweets, il a été touché par l'histoire, et du coup c'était même une force pour nous. J'avais besoin de quelqu'un qui ne connaisse pas l'Irak pour avoir un regard neuf sur un pays que je connais trop bien. Donc votre récit, comme vous le disiez, nous permet d'explorer des odeurs, des couleurs, des goûts, avec la glace à l'abricot, la fameuse glace à l'abricot. On vous suit au travers de votre ressenti d'enfant, d'adolescent et d'adulte. Il y a un mélange de sensible, de poésie et de terreur, de violence, d'emprisonnement, de torture, de succession de guerres. Souvent la violence, que ce soit dans nos vies ou dans ce que les médias transmettent, occulte la part du sensible. Elle l'écrase même, hein, et que ce soit dans des reportages à la télévision où finalement on ne voit pas du tout le reste, parce que c'est ce qui, aussi pour des raisons de sensationnalisme, quelquefois on va chercher surtout ces images-là. Et en fait, on a l'impression, enfin moi en regardant ce documentaire, ça me faisait penser, vous savez, ces petites fleurs qui poussent dans le béton ou dans la pierre, et on se demande comment elle, toute petite là. Et on a l'impression que vous avez voulu réextraire et réinsuffler du sensible dans notre imaginaire sur l'Irak. Je trouve que c'est assez juste. J'aime bien l'image de la fleur qui pousse dans le béton, parce que c'est vrai, on occulte le sensible à la guerre, à la violence et au quotidien. Et ayant moi-même vécu donc ces années de guerre au début, entre 2003 et 2008, j'avais conscience que malgré la guerre, on vivait. Et je crois qu'il est nécessaire de raconter la guerre, la violence, il faut le faire. Mais ce que je préfère, moi, dans cette histoire, c'est raconter la vie. Parce que, pour donner un exemple précis, à 100 mètres à peine d'un attentat qui s'est produit, on vit, malgré tout. Les gens ont de l'humour en Irak, on utilise des moyens comme ça pour oublier la guerre, on vit malgré tout. Et donc, oui, c'est cette fleur qui pousse au milieu du béton, parce que non seulement les Irakiens sont habitués, malheureusement, à des années de violence, de guerre ou de l'embargo, qui est une autre forme de violence aussi, qui est une misère sociale et économique. Et donc les Irakiens ont réussi, malgré cette horreur qu'a été cette guerre, et d'ailleurs qui n'est pas terminée, à vivre. Et donc je trouvais ça injuste, même révoltant, en tant que franco-irakien, de ne pas voir cela, que ce soit dans les médias ou dans tous les discours. Mais à vivre en gardant leur humanité. Voilà. Parce qu'on a l'impression que tout le monde devient sauvage en temps de guerre. Non seulement sauvage, mais surtout tout le monde n'est représenté, en tout cas en France ou de manière générale, que par des chiffres. Et encore une fois, cela m'obsède. Il est important d'avoir des analyses sur l'Irak. Mais derrière les chiffres, il y a des êtres humains. Il y a des moments sensibles, et c'est ça que j'ai voulu raconter. On a un peu la même problématique avec les migrants, où on nous donne beaucoup de chiffres et où on a toujours les mêmes images en fait, et où on oublie un petit peu les êtres humains et les choses qu'on a en commun en fait avec toutes ces personnes en tant qu'êtres humains. Les chiffres avant les visages. Moi j'aimerais inverser la tendance, les visages et ensuite les chiffres. Il va falloir que vous soyez plus nombreux dans les médias pour inverser la tendance. Encore du Je ne boulot, dirai je rien. crois. Donc on voit au travers de votre récit comment les événements, leur violence, forgent l'avenir. Certains sont gagnés par la haine, d'autres, donc on a toujours l'impression que c'est la majorité et que c'est le chemin classique, et d'autres choisissent la solidarité et la vie, comme, excusez ma prononciation, Mazen, mon cousin. Mazen, votre cousin, avec lequel vous étiez allé à l'hôpital pendant l'embargo. Il n'y avait plus rien pour soigner les gens, et il a décidé ce jour-là de devenir médecin, et plus tard, en tant que médecin, il sauvera une femme et son bébé lors d'un accouchement, la femme d'un homme qui avait failli vous tuer. On sent dans votre récit que ce libre arbitre de faire le choix de la vie
est important, comme vous le disiez dans la précédente réponse. Mais quel sentiment vous avez eu lorsque vous avez appris qu'il avait sauvé cette femme ? Ah, moi j'ai trouvé ça d'une beauté. Il savait, excusez-moi, il Oui, savait qu'il oui, avait tout à failli fait. En vous fait, tuer. il l'avait reconnu. Un an plus tôt, nous avions été arrêtés, Mazen et moi, en plein Bagdad, par un policier. Et à l'époque, les policiers souvent étaient des miliciens déguisés, parce que j'avais fait une erreur. J'avais pris une photo d'une arrestation sans poser la question, et dans ce contexte-là, c'était très dangereux. J'avais été assez naïf sur le moment. Et il se trouve qu'on a été arrêté par cet homme qui, dans son regard, moi j'avais vu la mort. Il avait menacé de nous tuer, il avait tiré en l'air, posé le canon de sa mitraillette sur notre tempe. Et donc c'était très sérieux. Et on s'est sorti de cette histoire. Et puis Mazen un jour me dit, tu sais, j'ai retrouvé cet homme dans mon hôpital. Combien de temps après donc Un an après. Un an après. Un an après. Son visage nous avait marqué. Et Il était avec vous au moment de... Oui, Mazen était avec moi, il était au volant, et c'est lui qui était allé en urgence aller chercher mes papiers, parce que j'essayais de prouver, en tout cas à ce milicien policier qui me prenait pour un terroriste, que j'étais journaliste français, ce qui était impossible pour lui à l'époque. En pleine zone rouge, comme on dit, là où vivaient les Irakiens, là où la violence sévissait. Et donc il se trouve qu'on s'est sorti de cette histoire, qu'on n'a jamais oubliée, et que Mazen tombe sur lui dans son hôpital, et il sauve sa femme d'un accouchement très difficile, il sauve le bébé et la femme. Et Mazen me dit que sans avoir discuté, l'homme aussi avait reconnu Mazen, et que dans ce regard, tout s'était dit. Et donc à ce moment-là, Mazen me dit textuellement, on se moque qu'il soit sunnite ou chiite, c'est un Irakien, c'est un être humain avant tout. Voilà. Une belle histoire. Très belle histoire. Donc votre récit nous parle aussi de l'injustice de cet embargo qui précipite le peuple irakien dans la misère. Quelle était la raison de cet embargo, puisque on est quelques années maintenant, quelques années ont passé, et combien de temps a-t-il duré ? Alors pour recontextualiser, je vais donc en Irak en 89, qui est la seule année de paix, on va dire, de ces 30-40 dernières années. On sort de la guerre de 8 ans entre l'Iran et l'Irak, et une année après 89, donc je me souviens que c'était en août 90, l'armée irakienne envahit le Koweït, et s'ensuit donc une occupation de quelques mois, et la communauté internationale, menée par les Américains, décide de bombarder l'Irak. Et donc cela se passe en janvier 91, c'est la guerre à nouveau, et après un mois de bombardement, le pays est soumis à un embargo implacable, l'un des plus durs de l'histoire, et cela dure pendant 12 ans. Alors l'embargo, c'est des restrictions totales sur tout ce que l'on peut importer dans le pays, et exporter d'ailleurs. Et donc ça va, pour vous donner un exemple très concret, ça va des médicaments, ça va des crayons à papier à l'époque. Je me souviens que les élèves irakiens étaient démunis parce que la communauté internationale soupçonnait les Irakiens de pouvoir faire des armes chimiques avec des mines de crayons à papier. On en était arrivé jusque-là. Et nous, on avait alors la chance ou la malchance, je ne sais pas, mais d'y aller en Irak, de pouvoir quand même y aller, avec ma petite sœur et ma mère et mon père un peu plus tard. Et nous avons donc assisté à la misère sociale, économique, qui était une chape de plomb sur le pays. Et j'ai vu donc toute une population souffrir pendant des années. Et cela a duré 12 ans jusqu'à l'invasion américaine de 2003. On a l'impression que c'est un peu comme lorsqu'ici on a une coupure, enfin, en remettant les choses à leur juste mesure, mais quand on a une coupure d'eau ou d'électricité, tout ce qui normalement, habituellement, on utilise sans y penser, devient d'un seul coup très compliqué. Quand on est dans un appart et que d'un seul coup on a... Et en fait, j'ai pas connu l'embargo, mais j'ai connu un blocus au Népal après les tremblements de terre, qui était attribué à l'Inde. Bon, on n'a jamais trop su exactement. Et j'ai vu très vite dans la vie quotidienne comment le fait, alors évidemment plus d'essence, plus d'huile pour chauffer, alors les rares hôtels qui avaient de l'eau chaude, plus d'eau chaude, plus de médicaments, puisque le Népal, presque tout vient d'Inde, donc la frontière étant bloquée. Et donc je me demandais en Irak, au moment de cet embargo, comment ça se passe la vie quotidienne ? Parce qu'en fait, une petite chose qui manque et on voit la chaîne comme des petits dominos de tout qui se déglingue. Et donc après, tout périclite très très vite en fait. Tout à fait. Et justement, juste avant cet embargo,
Les bombardements ont d'abord visé les ponts, les centrales électriques, les citernes à eau, enfin on va dire toutes les infrastructures du pays. Et pourquoi ça? Alors, parce que là, c'est les civils qui c'est trinquent. les civils qui trinquent. Je Oui. pense, alors c'est vraiment mon point de vue, mais que avant d'imposer un embargo, on a tout détruit pour que la population peut-être se révolte. En touchant les civils et non pas le pouvoir, on pousse peut-être à un soulèvement. C'est ma théorie. En tout cas, dans les faits, en étant allé moi-même donc sur place en 92, en 94, 95, on va dire durant les années noires de l'embargo, toutes les choses qui, moi, en tant que petit Français, me semblaient effectivement acquises, ce qui était le cas en France, l'eau, l'électricité, là, il n'y avait plus rien. Donc, Et avant, il y avait. il y avait. Parce que vous Tout racontez, était- quand vous voilà. êtes arrivé, il y avait des belles voitures japonaises. Tout à fait, il y avait tout. En fait, moi, je m'attendais à voir, avec tous les clichés que j'avais en tête d'un pays du Moyen-Orient, je m'attendais à voir, et je n'ai rien contre les chameaux, mais des chameaux, des dunes de sable et des palmiers. pas de goudron. Et là, je découvre un pays ultra moderne, comme la France. Et donc, je ne suis pas dépaysé finalement. Sauf que durant l'embargo, on n'a plus d'électricité, on n'a plus d'eau potable. On n'a plus, là c'est à hauteur d'enfant, on n'a plus de chocolat par exemple. Avec ma petite sœur, et pour un enfant, ça paraît encore une fois être un détail léger, mais pour un enfant c'est quelque chose de choquant. Plus de glace à l'abricot. Plus de glace à l'abricot, exactement. Il fallait, comme de la drogue en fait, il fallait trouver son dealer de glace. Et ça existait à l'époque, il y avait des adresses pour ça, et c'était illégal. On avait des barres de chocolat qui étaient remplacées par des dates. Et voilà, c'était le système D en fait. Et en plus, la dévaluation du dinar, qui était très fort à l'époque, a encore plus, si vous voulez, enfoncé les Irakiens dans dans un trou noir où tout était cher, tout était inaccessible. Les familles les plus aisées n'avaient plus de viande sur la table. À l'époque, c'était important en Irak, c'était la prospérité. Dans le monde arabe, la viande, c'est nécessaire pour affirmer sa prospérité. Et donc, tout fonctionnait au système D. Il y avait des générateurs, des groupes électrogènes dans les quartiers, donc de nouveaux sons, de nouveaux bruits dans la rue. L'essence, pour un pays comme l'Irak, qui est un pays pétrolier, c'était très compliqué. Enfin, tout était compliqué en fait. Les Tout était médicaments. compliqué. Les médicaments. Le Et système moi, il médical. m'est effectivement arrivé quelque chose. Je me suis ouvert la tête bêtement en Irak. Il a fallu aller à l'hôpital aux urgences et il a fallu me recoudre. Et le médecin a clairement dit à mon cousin qui m'avait emmené à l'hôpital que pour l'anesthésie, il fallait payer parce qu'il n'avait pas assez. Et donc nous avions la chance d'avoir un peu les moyens à l'époque. Nous avions été privilégiés et ça m'a toujours poursuivi. C'est que je me suis dit, mais après moi, celui qui sera recousu sans anesthésie, pourquoi? La question était sans cesse pourquoi. Ouais. Et un sentiment de culpabilité que j'ai traîné pendant des années. Et ce blocus avait été décidé par les Américains ou par l'ONU? Par l'ONU, via une résolution poussée et écrite par les Américains. Non, c'est à l'époque, c'est la communauté internationale qui a imposé ce blocus en sachant que la population était visée et que d'année en année, on allait de catastrophe en catastrophe. Et il y avait ce débat, est-ce que c'est utile ou pas? Tout le monde savait que c'était inutile. Mais la fin du blocus était conditionnée à quoi? Qu'est-ce qu'on exigeait de l'Irak pour mettre fin à ce blocus? Alors, ça a toujours été la même excuse ou on va dire la même théorie, c'est que l'Irak devait se désarmer complètement. Alors malgré toutes les volontés du régime, il n'y avait plus rien en Irak, il y avait plus d'armes, il n'y avait plus rien. Et pourtant on a prolongé d'année en année cet embargo jusqu'à, alors je ne sais pas si on va en parler, mais jusqu'à créer un programme qui s'appelle Pétrole contre nourriture en 96 et qui était scandaleux en fait, qui même si dans l'idée c'était beau, en gros échanger du pétrole contre de la nourriture, ce qui était interdit donc avant 96. Pourquoi ça plutôt que mettre fin au blocus Et voilà. alors? Et ça, alors, ensuite, avec tous les scandales liés à pétrole contre nourriture, on n'a peut-être pas le temps d'évoquer tout ça, mais en gros, Si, on va en parler. pétrole contre nourriture a été une des plus grandes arnaques de l'histoire, où en gros, ça a été un moyen pour le régime et pour de hauts diplomates, de hauts représentants de la communauté internationale de faire du business. Et donc sur le dos encore de la population irakienne. C'est-à-dire que, pour faire simple, Pétrole contre nourriture autorisait le régime irakien à vendre quelques barils en échange de nourriture à un tarif du marché au niveau mondial. Sauf que l'Irak s'était arrangé donc avec la communauté internationale, certains d'entre eux, pour augmenter les prix de ce baril et de faire 50-50 sur la marge.
Et donc, la population 50-50 irakienne, sur la 50-50 sur la marge de vente de ce baril. C'est-à-dire que Entre l'argent qui et qui, 50-50? entre le régime Oui. et certains dignitaires français, américains, D'accord. voilà. Tout le Donc monde se un servait au arrangement, tout passage. le monde se servait au passage, les grandes sociétés, Total, etc. Un espèce de marchandage comme ça sur le dos de la population irakienne qui a duré des années et qui a impliqué beaucoup de gens, de grandes personnalités politiques dans le monde. Et tout cela est resté impuni. Et Et la donc- nourriture arrivait assez ou au final Au compte-gouttes. voilà. Et finalement, les Irakiens se posaient quand même la question. Nous sommes riches, théoriquement, nous avons du pétrole. Et pourquoi est-ce que nous sommes toujours dans la misère Et ce, jusqu'à 2003, jusqu'à l'invasion américaine. C'est-à-dire que l'embargo était encore là. Et il a duré 12 ans. Est-ce que l'on a pu chiffrer les morts dus à cet embargo? Alors on chiffre Parce encore qu'on- aujourd'hui. On pense souvent à ce qui manque pendant un Oui, embargo, tout à fait, mais en oui. fait, dans la fin de la chaîne de domino, il y a des morts, les gens qui ne peuvent pas être Suite soignés. justement à ce blocus et au manque de médicaments et à l'insalubrité des hôpitaux et au manque de moyens, on estime aujourd'hui, la tranche est plutôt large, entre 500 000 et 1 million d'enfants, notamment d'enfants qui ont péri suite à l'embargo. Et je me souviens, et ça m'évoque toujours avec une grande colère, cette fameuse phrase de Madeleine Albright, qui était secrétaire d'État à la Défense, je crois, à l'époque, de Bush, à la question du journaliste qui lui demandait si ça valait le coup. C'est L'embargo mort. C'est mort. 500 000 morts. Madeleine Albright avait répondu clairement que ça valait le coup. Et donc cette phrase qui lui est restée, moi, elle m'a hanté pendant des années. Je trouvais que c'était vraiment le symbole de l'inhumain. Ça glace, oui. Ça glace le sang, effectivement. Donc vous établissez un lien très clair entre l'embargo décrété par l'ONU qui a amené une grande pauvreté et le fait que les habitants se soient massivement tournés vers la religion. Vous expliquez que les membres de votre famille n'étaient pas pratiquants lorsque vous les avez connus et qu'ils sont devenus très fervents lorsque vous y retournez. Est-ce que vous avez pu en parler avec eux? Qu'est-ce que la religion leur a apporté à toutes ces personnes qui, bon, on le sait, hein, souvent c'est sur les terrains de grande pauvreté que la religion, pas forcément l'islam d'ailleurs, mais beaucoup d'autres religions peuvent prospérer, si je peux dire. Comment ils en parlent? Alors l'Irak a toujours été un pays, on va dire, musulman, Oui. avec des traditions liées à l'islam. Mais il est vrai que durant les années 80 et 90, au début, des années 90, la religion n'avait pas une place si importante. Et moi, je n'ai rien contre la religion et ce n'est pas du tout une théorie ou un point de vue qui dit que la religion joue un mauvais rôle. C'est pas ça du tout. C'est juste que j'ai vu ce glissement entre un État qui était laïque, malgré tout, avec des oncles, en l'occurrence, dans ma famille, qui portaient l'uniforme, par exemple, ou qui étaient vraiment, comment dirais-je, avaient une vie voilà, d'Irakiens laïques. Mmh. Et l'embargo, la misère sociale et économique, logiquement, à mon sens, ont fait que les Irakiens se sont tournés vers n'importe quel élan de solidarité. Et dans la religion, dans n'importe quel pays d'ailleurs, on retrouve souvent cet élan de solidarité dans les moments difficiles. Et pour parler encore une fois de ma famille, puisque c'est de cela qu'il s'agit, à Fallujah, il fallait s'en sortir. Encore une fois, les besoins de nécessité n'étaient plus là, on n'avait pas les moyens, et donc pour s'en sortir, il fallait une communauté. Et l'Irak, encore une fois, étant un pays musulman, les Irakiens se sont tournés naturellement vers cette religion qu'est l'islam parce que il y avait une solidarité primordiale et nécessaire. Et pour donner un exemple concret, par exemple, les repas se faisaient uniquement en famille. Chacun apportait ce qu'il pouvait, du pain, une soupe, des dattes. Et lorsque l'on partage les choses, on est plus fort. Et ça, c'est des observations que j'ai Mais eues. ils le faisaient en pendant des famille années. sans forcément la religion. Oui, mais là, je parle des choses, on va dire, du quotidien. Oui. Mais à un moment donné, les Irakiens ont également perdu confiance en leur autorité, envers Saddam Hussein, envers un système. Et donc non seulement il a fallu se tourner vers cet élan de solidarité qui effectivement n'est pas forcément quelque chose qui est inhérent à la religion. Les Irakiens étaient déjà dans le partage, dans la solidarité. Mais la religion a apporté plus qu'un régime qui à un moment donné, en tout cas aux yeux des Irakiens, les a abandonnés. Il les a abandonnés à la misère et à l'embargo. Donc à un moment donné, on a cherché autre chose. Et je ne veux pas faire de philosophie ici, forcément, mais dans n'importe quelle situation, je pense, de grande misère,
on se tourne vers quelque chose de plus grand qu'un système qui nous oppresse. Voilà. Et donc là, en l'occurrence, c'était Dieu. En 2006, donc la naissance de l'État islamique en Irak, on a entendu parler beaucoup d'Abu Ghraib, le scandale des tortures en 2004. Vous parlez aussi dans votre documentaire d'une prison irakienne qui a été l'incubateur du futur Daesh, dans laquelle des milliers d'Irakiens ont été enfermés, parfois sans raison. Ces liens de cause à effet entre les actions des Américains et de leurs alliés et les réactions qu'elles vont faire naître, parce qu'ici on parle de l'État islamique, des attentats, des migrants aussi maintenant, tout ça venant d'Irak, mais comme s'ils sortaient de nulle part. Quand on voit des sujets dans les médias, on nous parle de l'État islamique, des attentats, des migrants, comme s'ils sortaient de nulle part, comme en occultant les causes et le contexte de la naissance de tout ça. Donc les Irakiens sont entre État islamique, attentats et migrants. Pour beaucoup de gens aujourd'hui, ce sont des monstres. On les voit comme on ne voit que le négatif en fait. Est-ce que vous trouvez que l'on en parle assez ici de ces liens de causalité ? Non, justement, on n'en parle pas assez. Et c'est ce qui me révoltait et c'est ce qui était aussi à l'origine de cette démarche, encore une fois, qui est d'aller aux sources, aux origines d'une situation. Et donc aujourd'hui, les mots Daesh, on les connaît par cœur. Daesh, migrants, effectivement, terroristes, attentats, on sait ce que c'est en surface, mais finalement, on ne va pas aux origines. Moi, je suis le fils d'un opposant politique irakien, mais qui est de formation sociologue, anthropologue. Et donc, il m'a toujours inculqué l'idée que dans toute situation, il y a une origine. Et donc, pour Daesh, en l'occurrence, ou l'Irak, dont on entend parler aujourd'hui, c'est important à mes yeux de revenir aux sources. Et là, l'invasion américaine joue un rôle immense dans cette question. Et l'embargo. Et l'embargo, évidemment, des années de guerre et d'embargo, mais aussi cette invasion de 2003 qui démantèle toutes les institutions irakiennes. Il faut rappeler, ou le dire si on ne le sait pas, que le pays a été détruit de l'intérieur aussi. Et donc on a mis à la rue des millions de gens qualifiés, sous prétexte qu'ils étaient fonctionnaires ou cadres d'un régime, alors que pour la grande majorité d'entre eux, ils étaient opposés au régime, mais il n'y avait pas le choix, il fallait vivre. On les a mis à la rue, et on a imaginé que ces millions de gens au chômage, qui n'avaient plus de ressources du jour au lendemain, qui étaient abandonnés, allaient se taire. Eh ben non. Ces gens-là ont formé, alors c'est pas des millions de gens, mais ont formé des groupes, on rejoint d'autres idéologies, on rejoint l'insurrection, pour parler concrètement, parce qu'ils ont été rejetés. Et donc Daesh... Et il y avait un sentiment de révolte. Et il y a un sentiment de révolte, effectivement, et Daesh, en tout cas l'État islamique en Irak, avant qu'il devienne autre chose, est né en 2006, 3 ans à peine après l'arrivée des Américains, est né d'une frustration, d'un rejet total, et est né d'une insurrection irakienne. Et donc c'est trop facile aujourd'hui, une fois qu'on a été touché en France malheureusement par l'État islamique, de rester à la surface. Non, je pense qu'il faut comprendre, il faut essayer d'aller à la source pour pouvoir, comment dirais-je, ne serait-ce qu'avoir des arguments contre cette idéologie qu'on a tendance à associer juste uniquement à un monstre tombé du ciel. Eh ben non, c'est beaucoup plus complexe que ça, il faut accepter d'aller vers la complexité. Qui serait dû à la religion aussi. Voilà. Vous dites être allé en Syrie avant les événements et y avoir vu des centaines de milliers de réfugiés irakiens, puis malheureusement les Syriens ont dû fuir aussi leur pays par millions. Aujourd'hui, quelle est la situation ? Est-ce que l'on a une estimation du nombre de réfugiés, de personnes qui ont dû quitter leur pays dans cette zone pour fuir ces conflits ? Moi, j'ai vu pas mal d'images du camp de Zaatari en Jordanie, qui était un des plus grands. Maintenant, il y a plusieurs plus grands camps dans le monde, malheureusement, de réfugiés. Le Liban a accueilli aussi beaucoup de monde. C'en est où ? Parce que finalement, les médias, on voit plus grand-chose sur la région par rapport aux réfugiés. Sur place, est-ce que beaucoup d'Irakiens sont revenus ou pas encore ? Ou sont-ils ? Alors, en fait, il y a à peu près 4 millions d'Irakiens qui ont quitté leur foyer. Mais dans ces 4 millions, il y a ce qu'on appelle les réfugiés, donc ceux qui ont quitté le pays, et ceux qui ont quitté leur foyer, mais qui sont restés en Irak, qui sont donc des déplacés internes. Il y a une nuance là-dedans, mais au final, tous ont fui leur quartier ou leur maison. Oui.
Alors les chiffres officiels tournent autour de 4 millions sur à l'époque une population de 30 millions, ce qui est quand même énorme. Très peu sont rentrés. La plupart en tout cas de ceux qui ont fui, notamment je pense à ma famille, qui ont fui en Jordanie, en Syrie à l'époque, parfois pour ceux qui ont eu de la chance aux États-Unis ou en Europe, ils sont tous restés. Ils ont tous, déjà d'une parce qu'il s'est passé des années avant que la situation se calme, mais c'est pas encore réglé en Irak. La violence a largement baissé à Bagdad et dans d'autres villes, mais ce n'est pas le cas. Donc on a toujours ce problème de confiance envers l'autorité en Irak, de la part des réfugiés irakiens. Et puis certains ont tout simplement changé de vie et trouvé une situation ailleurs. Donc pour répondre concrètement à la question, il y a 4 millions d'Irakiens qui ont fui. Et c'est drôle que vous évoquiez la Syrie parce qu'effectivement, c'était l'endroit où les Irakiens allaient. C'était un pays en paix avant les soulèvements de 2011. Et moi-même, donc, j'ai vécu une année en Syrie avec des gens de ma famille qui étaient à Damas et à Homs, qui étaient des villes paisibles et où les Irakiens avaient été accueillis comme réfugiés. Et malheureusement, on connaît la suite de l'histoire. Ce sont les Syriens qui, eux, ont fui. Des millions ont fui et la situation est figée. Maintenant, la note positive peut-être là-dedans, c'est que les Irakiens d'aujourd'hui ne fuient plus le pays. La jeunesse, en l'occurrence, ceux qui ont 20 ans, ils veulent reconstruire le pays et l'identité irakienne, ce qu'est être irakien, et ça c'est quelque chose de positif. Ils refusent de fuir le pays. Donc les Américains avaient accusé l'Irak de posséder des armes de destruction massive que l'on n'a jamais trouvées, je crois. Jamais. Et finalement, vous découvrez en enquêtant dans les hôpitaux qu'il y a de nombreux enfants qui naissent avec des malformations congénitales et que les Américains auraient eux-mêmes employé des armes interdites. Vous avez réalisé un documentaire sur ce sujet dans votre ville, à Fallujah, diffusé sur Canal+ en 2011, et je voudrais lire la fin d'un article que le journal Le Monde avait consacré à votre documentaire en 2011 lors de sa diffusion. Mais ce documentaire tend surtout à prouver qu'il y a pire encore. Seul l'usage massif de bombes à l'uranium appauvri permet d'expliquer les cancers enregistrés à Fallujah à des taux jamais constatés ailleurs. C'est pire qu'Hiroshima, commente un expert britannique. En témoigne un ancien haut gradé de l'armée américaine, atteint de plusieurs cancers et de problèmes rénaux après avoir supervisé un programme de recherche sur les conséquences de l'arme à l'uranium appauvri et avoir vu mourir les membres de son équipe. Donc il cite ce haut gradé de l'armée américaine. L'uranium est utilisé dans les munitions américaines, missiles, obus de chars, blindages de véhicules, depuis 1991. Ce sont des déchets nucléaires qui contaminent tout, l'air, l'eau, la terre, la nourriture, note-t-il. Ce sera contaminé pour l'éternité. Est-ce que ces révélations, qui ont été largement prouvées par les experts internationaux, ont entraîné une réaction concrète de la communauté internationale par rapport au fait aux conséquences de ces armes chimiques illégales utilisées par les Américains? Zéro. Cette enquête, je la mène en 2011 et je tiens vraiment à aller jusqu'au bout des rapports, des recherches effectuées par des scientifiques indépendants aux États-Unis, au Royaume-Uni et en Irak. Et il se trouve que la seule explication à cette explosion des cancers et des malformations et de bébés déformés, ce qui concerne un enfant sur 5 à Fallujah encore aujourd'hui, c'est l'uranium appauvri qui effectivement provient de déchets nucléaires qu'on a du mal à stocker et du coup on les recycle dans les armes parce qu'elles ont des propriétés intéressantes au niveau militaire. La densité est telle que ces armes percent les blindages. L'Irak malheureusement a été un laboratoire pour de nouvelles armes américaines qui ont été testées dans des villes de manière tout à fait illégale. Cela ne respecte ni la Convention de Genève, ni toutes les conventions liées à l'utilisation d'armes. C'était la communauté internationale ou juste les Américains? Je veux dire, les autres pays, par exemple la France, était au courant? La France elle-même utilise de l'uranium appauvri. En fait, si dans vous voulez, les armes. Dans les armes. Toutes les centrales nucléaires rejettent cet uranium appauvri et donc tous les pays qui utilisent le nucléaire sont concernés par cela. Après, chaque pays en fait ce qu'il veut. Mais il se trouve que la France et d'autres pays comme les États-Unis utilisent cet uranium appauvri
et dans les différentes guerres, les déverse sur la population. Et officiellement, ces armes sont encore légales. Et officiellement, ces armes sont légales parce qu'il est très compliqué d'aller, si vous voulez, dans la composition des armes, etc. Et j'ai dû avoir au téléphone et rencontrer personnellement des experts qui eux-mêmes étaient passés, par exemple, par des organisations de l'ONU liées aux armements, etc., etc. Donc j'ai eu de sources sûres des confirmations de composition de certaines armes, parce qu'il est encore très compliqué aujourd'hui d'avoir la composition totale des armes américaines, par exemple. Donc on sait que l'uranium appauvri est utilisé, mais selon ces mêmes experts, il y a peut-être pire. Il y a peut-être de l'uranium enrichi, il y a du tungstène, enfin il y a des choses très toxiques. Il se trouve que la communauté internationale et les États-Unis en majorité utilisent l'uranium appauvri dans leur guerre. En Irak, des tonnes et des tonnes de bombes ont été déversées, et en 2003, c'est la ville de Falloujah, en 2004, pardon, qui est visée pendant une campagne militaire qui dure à peu près 3 semaines. Donc Falloujah, c'est 300 000 habitants, et on déverse à peu près 2000 tonnes de bombes à l'uranium appauvri dans cette ville. Et il se trouve qu'au lendemain de cette bataille, des bébés déformés naissent à un taux alarmant, au point qu'un expert en armes britannique réussit à faire une étude et il prouve que les chiffres sont bien plus importants qu'à Hiroshima, par exemple. Et donc, non seulement, effectivement, c'est révoltant, mais surtout, c'est l'ironie de l'histoire. C'est que les Américains sont allés en Irak sous le prétexte que le pays développait des armes de destruction massive, et finalement, eux-mêmes utilisent ces mêmes armes de destruction massive en toute impunité. Et ça, cette enquête m'a permis non seulement de le prouver, et d'utiliser, si vous voulez, ces rapports et le témoignage de ces experts pour quelque part essayer aussi de poser des questions à la communauté internationale. Mais il se trouve que l'OMS, donc qui est censée avoir un point de vue là-dessus, l'Organisation mondiale de la santé, est censée répondre aux questions de différents experts. Et depuis 2011, pas une réponse. Le rapport n'a jamais été écrit, et je trouve ça révoltant. Je trouve révoltant qu'encore aujourd'hui, on puisse utiliser ce genre d'armes. Et lorsque vous partez en Irak en tant que journaliste, vous souhaitez raconter cette histoire autrement. Donc autrement, c'est, comme on l'a dit au début, en parlant du sensible, de l'humanité, des personnes en tant qu'être humain. Mais c'est aussi autrement par rapport à justement des reportages comme celui dont on vient de parler, avec une histoire dont on a entendu parler évidemment, mais on a entendu parler que les Américains eux-mêmes auraient utilisé, et puis après, flop. Tout à fait. Plus rien. Est-ce que vous avez pu raconter les choses telles que vous le vouliez dans la presse française à ce moment-là ? Oui, je dois être tout à fait honnête. C'était à l'époque pour une émission qui s'appelait Spécial Investigation sur Canal+. Et Spécial Investigation sur Canal+ m'avait donné carte blanche pour raconter cette histoire, à condition... En quelle année, là ? On est en 2011. Oui. À condition que j'aille voir tout le monde, c'est-à-dire à la fois les Irakiens, le personnel de l'hôpital de Falloujah, les victimes, mais aussi l'armée américaine, dans la mesure du possible, et des experts. Et c'est ce que j'ai eu la chance de pouvoir faire. Je pense que le reportage est complet et que j'ai eu 100% de confiance pour raconter cette histoire. Et même si le film a voyagé, il a été traduit et diffusé dans une vingtaine de chaînes dans le monde entier, du Japon à la Russie, il n'a pas été diffusé dans une chaîne américaine, pas une seule. Parce que c'est un sujet tabou. Dès qu'on évoque Falloujah ou l'Irak, c'est très compliqué aux États-Unis. Mais on a eu la chance de faire la tournée d'universités américaines, en l'occurrence, où on a montré ce reportage, que ce soit à New York, Washington, enfin au plus près, si vous voulez, du gouvernement. Et la réaction des Américains, je dois dire, a été époustouflante parce que ils étaient non seulement choqués, mais en plus révoltés, et ils voulaient faire quelque chose. Et il se trouve que je me suis lié d'amitié avec un des personnages de mon reportage, qui est un ex-marine américain qui a lui-même combattu à Falloujah et qui a été témoin de l'utilisation d'armes comme le phosphore blanc contre les populations, ce qui est interdit. Et il a fondé une association là-bas qui s'appelle The Fallujah Project, et il cherche, pour le citer, réparation. Et donc il y a... il y a des gens aux États-Unis qui s'organisent et qui se révoltent. Il faut évidemment faire la distinction entre l'administration Bush à l'époque et puis la population américaine. Évidemment, dès qu'on évoque le sujet, les gens sont touchés et voilà. Et donc oui, j'avais carte blanche et malheureusement aujourd'hui, on est donc en 2019,
La France, par exemple, entre autres, a utilisé ses armes en Libye, utilise ses armes encore au Mali, et je trouve ça révoltant. Je trouve ça révoltant. Et quelle est la situation aujourd'hui en Irak? Est-ce que l'on peut toujours y mourir pour des idées? Parce que on a entendu parler des blogueuses, des influenceuses qui ont été assassinées à la fin de l'année 2018. On en est où? Eh bien ça, c'est la tragédie irakienne, c'est qu'en fait, peut-être que la violence a baissé à Bagdad, mais aujourd'hui, je le dis clairement, on meurt encore pour des idées à Bagdad, contrairement à ce que l'on peut croire. Et certes, il y a eu des élections, certes, il y a des journaux qui ont fleuri du jour au lendemain, il y a des médias, mais je crois qu'on a trop résumé la démocratie à des symboles. Il ne suffit pas de pouvoir voter, il ne suffit pas de pouvoir acheter différents journaux. Il faudrait reconstruire les institutions, définir ce qu'est la démocratie, définir ce qu'est la citoyenneté en Irak, passer par la société civile, ce qui n'est pas le cas. Et vous l'avez cité, il y a des blogueuses, parce qu'elles ont un mode de vie différent de la tradition, on va dire, irakienne, elles ont été tuées pour ça, plus de 16 ans après l'intervention américaine. Et donc non, aujourd'hui, il y a tout à faire en Irak, et j'insiste encore et je reviens vers cette jeunesse irakienne, moi, qui m'épate, parce qu'elle veut militer pour la liberté, mais la vraie liberté, pas celle qu'on veut nous imposer, pas celle qu'on a exprimée à travers les bombes, à travers la violence, mais cette liberté qui vient de l'intérieur, qui vient du cœur des Irakiens et qui cherche un avenir commun et un socle commun. Et je pense que cette génération-là, en tout cas pour moi aujourd'hui, est la seule note positive si on veut imaginer un avenir en Irak. Sunnites, chiites, kurdes, arabes, vous dites qu'avant les Irakiens étaient d'abord irakiens. Qu'est-ce qui a attisé ces divisions et est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, là, en 2019, quelle est la perspective? Une amélioration ou ça va continuer à se diviser comme ça? Alors, si vous voulez, les confessions, en tout cas en Irak, ont toujours existé, mais encore une fois, j'en reviens toujours à mon histoire, parce que c'est ma meilleure référence, c'est ma famille. Moi, je ne savais pas ce qu'était un sunnite ou un chiite avant d'aller en Irak après la guerre. On entend des mots comme ça, comme sunnite, chiite, kurde, arabe, chrétien, musulman. On sait ce que c'est, évidemment, mais ça n'avait pas d'importance. Et je tiens à préciser, même en donnant un exemple précis, c'est que mon père avait des amis, et il a découvert peut-être 30 ans après qu'ils étaient peut-être sunnites, turkmènes, kurdes, peu importe. C'était pas important. Ce qui était important, c'était le fait d'être irakien, c'était cette espèce de transcendance sociale et politique qui faisait que les Irakiens cohabitaient. Et ça, c'est un trésor. C'est un trésor que l'Irak a perdu. Et pour répondre à la deuxième partie de votre question, c'est qu'en fait, ce qui a attisé ces violences, c'est la guerre. Ça peut paraître cliché et bateau, mais c'est l'invasion américaine en Irak qui a ouvert la boîte de Pandore et qui a... les Américains sont arrivés avec l'idée que la démocratie, c'est la majorité, uniquement, et que parce que les Irakiens sont la majorité chiite, on leur donne tout le pouvoir au détriment d'autres. Et ça, c'est une véritable erreur, parce qu'il existait, même si le régime de Saddam était évidemment critiquable, il existait un sens commun, il existait une citoyenneté en Irak, et on a brisé cela. Et aujourd'hui, c'est ça qu'il faut reconstruire. Je crois que le chien est d'accord. Il y en a des bruits de fond. Donc je voudrais vraiment insister sur ce mot qui est presque devenu tabou à un moment donné, c'est la citoyenneté. Si on veut combattre le sectarisme, qu'il soit politique ou religieux, il faut mettre en avant ce qu'il y a de plus cher, je pense, dans une nation, c'est la citoyenneté. Et ce n'est pas un gros mot, ce n'est pas péjoratif. On peut être fier d'être irakien et ne pas être nationaliste. On peut être citoyen, tout simplement. Mais combien de gens aujourd'hui en Irak pensent comme ça? Mais justement, moi je crois. Une majorité qui va je crois qu'il y a une majorité qui pense cela, mais cette majorité est prise en otage par des mouvements politiques et religieux qui sont arrivés après l'invasion américaine. Il est très difficile aujourd'hui d'avoir une pensée qui va au-delà de cela en Irak. Pourquoi? Parce que tous les organes, qu'ils soient médiatiques, qu'ils soient religieux, qu'ils soient de l'ordre de la société civile, sont liés à un mouvement très souvent malheureusement sectaire. Et dès qu'on a un avis tranché et indépendant qui va au-delà de cela,
on est menacé en Irak. Donc c'est difficile. Mais moi, je peux vous dire, par mon expérience, de tout ce que j'ai vu en Irak, on ne se tue pas entre voisins en Irak, mais on est pris en otage par des milices qui, elles, ont un agenda politique ou religieux. À la fin de votre récit, dans ce documentaire et ce livre, Parfums d'Irak, vous annoncez aux Américains au milieu desquels vous travaillez en tant que journaliste que vous êtes irakien. Et là, ils se mettent à vous poser des questions. Vous découvrez qu'ils ne connaissent absolument rien de l'Irak, ils ne connaissent absolument rien des Irakiens. Qu'est-ce que ça vous inspire aujourd'hui de repenser à ce moment ? C'est un moment qui m'a marqué parce que effectivement j'avais fait connaissance avec ces soldats américains après ce qu'on appelle 3 embarquements avec eux qui ont duré à chaque fois une semaine, mais qui étaient en même temps très intenses parce que je sortais avec eux en opération, je vivais leur vie dans la base militaire, nous jouions au ping-pong, on mangeait ensemble. Pour un journaliste ils me prenaient français. pour un journaliste français, ce que j'étais, mais effectivement ils n'avaient pas aucune idée de mes origines. Et moi, à un moment donné, je n'ai pas pu tenir. Il a fallu que je leur dise, pour plusieurs raisons. D'abord, pour être tout à fait honnête avec eux, et aussi pour leur dire ce que je pensais de la situation. Et j'avais besoin d'exprimer mon ressenti. Je savais que c'était de simples soldats et que je ne m'adressais pas à l'administration Bush, mais j'avais besoin de leur dire. Et ce moment-là, j'en suis fier parce qu'au lieu de crisper, la situation a plutôt détendu l'atmosphère parce que j'ai découvert en fait qu'ils avaient une envie en étant en Irak, c'était d'être confrontés aux Irakiens, de leur parler. Parce qu'à cette époque-là, je le rappelle, il n'y avait plus aucun contact entre les soldats américains et les Irakiens. C'était même physique, on ne se touchait pas, on ne se parlait pas, on ne se voyait pas. Ils vivaient en huis clos. Reclus, en huis clos, ils se déplaçaient de base en base, soit en hélicoptère, soit en véhicule militaire blindé. Et donc tout ce qu'ils avaient des Irakiens, c'était le bruit des bombes et une incompréhension totale de la situation. Donc quand je leur dis ce que je suis, je suis surpris par leur intérêt et leur curiosité, et en même temps effaré que 8 ans après, à l'époque on était en 2011, juste avant leur départ, que 8 ans après ils ne savent rien finalement du pays, rien du tout. Ils ne savent même pas parfois pourquoi ils sont là. Et certains me le disent, certains me disent qu'ils regrettent, ou qu'ils ne comprennent pas, ou qu'ils se sont rendus compte qu'ils avaient été manipulés. Lorsque on parle de victoire sur Daesh aujourd'hui, qu'est-ce que vous en pensez ? Alors moi je trouve cela présomptueux, pour la simple et bonne raison que ce n'est pas en tuant des hommes qu'on tue l'idéologie, bien au contraire. Certes, l'État islamique n'a plus d'emprise sur le territoire, et encore, on sait que ce groupe est capable de survivre dans le désert. Ils ont toujours opéré de cette manière-là, en fait. Ils ont toujours existé par petits groupes, des cellules qui passaient de village en village dans le désert. Donc, certes, on a tué beaucoup d'hommes, certes, on a libéré, entre guillemets, des villes, comme Mossoul, Fallujah ou Ramadi, mais l'idéologie demeure. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas d'alternative proposée. On remplace, si vous voulez, un drapeau par un autre. Et dans des villes comme Mossoul ou Fallujah, ceux qui ont remplacé Daesh sont finalement des miliciens d'un autre camp et qui ont un drapeau d'une autre couleur. Mais pour avoir discuté notamment avec les habitants de Fallujah, on me dit qu'ils ne veulent plus rien avoir à faire avec le gouvernement central à Bagdad parce qu'ils n'ont plus confiance. Et donc tant qu'on n'oppose pas d'alternative, on va se tourner vers des choses peut-être comme Daesh ou peut-être bien pire. Donc moi je suis assez pessimiste sur cette victoire en fait, qui n'en est pas une. La civilisation de ce pays remonte à au moins 7000 ans. En travaillant sur votre interview, je réalisais que finalement je ne connaissais pas grand-chose de cette culture. Lorsque j'ai lu que la culture de ce pays remontait à au moins 7000 ans, je me suis demandé pourquoi on ne la connaissait pas mieux et où en est la culture en Irak aujourd'hui. Alors effectivement, c'est une civilisation très ancienne, on l'appelle même le berceau de la civilisation. Sumer, c'est là que l'écriture est née, que beaucoup de choses sont nées finalement, et donc on a quelque part partout hérité de cette civilisation. C'est vrai qu'on en parle peu dans les ouvrages d'histoire, mais cette civilisation existe et elle tient une place très importante dans le cœur des Irakiens depuis toujours. Et encore aujourd'hui. La culture déborde en Irak. Quand on pose le pied ne serait-ce qu'à Bagdad, on est submergé par la culture, on est submergé par l'histoire
chargés du pays, et ça se retrouve dans les foyers. Les Irakiens sont férus de littérature, de poésie, de peinture, de sculpture. Je veux dire, la poésie est un sport national en Irak. L'écriture tient une place très importante. Il y a un proverbe très célèbre dans le monde arabe. On dit que les Libanais éditent, que les Égyptiens écrivent et que les Irakiens lisent. Et ce que j'ai vu, moi, depuis tout petit en Irak, c'est effectivement des passants avec 3 journaux dans la main gauche et 3 livres dans la main droite. Enfin, c'est un peuple... Alors, je suis irakien, donc ça paraît peut-être pas très objectif, mais c'est un peuple qui lit, c'est un peuple qui s'intéresse à la culture et qui produit énormément de culture aussi, parce que là, je parle des 4 dernières décennies de guerre, de violence et de souffrance. Et on sait très bien que dans la misère et dans la violence, on produit beaucoup de choses. Il y a différents médiums au sein de la culture qui sont utilisés. Et les Irakiens, aujourd'hui, pour répondre concrètement à la question, utilisent la culture comme un exutoire. Et donc, il y a les Beaux-Arts de Bagdad qu'il faut voir, avec des œuvres absolument formidables émanant de jeunes Irakiens qui ont vécu, qui sont nés dans la guerre. Il y a des livres partout. Je me souviens, même pour remonter à l'embargo, que beaucoup d'Irakiens avaient dû vendre leurs livres pour survivre. Et c'était un déchirement pour eux. Ils allaient loin dans la comparaison, mais pour eux, c'était vendre leurs enfants. C'était la même chose pour eux. Et donc, oui, donc la question est juste, et je crois que c'est ce qui a survécu, en fait. C'est ce qui a survécu à l'Irak, et l'Irak a connu des moments très douloureux dans son histoire, et a toujours survécu grâce à la culture, la transmission. Et alors la jeunesse aujourd'hui, est-ce qu'elle a le loisir de penser à la culture? Est-ce qu'elle se mobilise? Quel portrait pourriez-vous nous faire de cette jeunesse irakienne aujourd'hui? Ce que j'ai retrouvé moi de cette jeunesse irakienne, c'est énormément de fierté quant à l'histoire du pays. Et il y a 2 choses, je l'évoquais tout à l'heure, mais il y a 2 choses qui sont devenues la priorité des Irakiens. C'est d'abord l'identité, et donc ça comprend la culture, l'identité irakienne. Et donc ça passe par 2 médiums, la société civile, où les Irakiens, justement n'ayant plus confiance envers les mouvements politiques ou religieux, cherchent une voie indépendante pour se reconstruire. Donc ça, c'est la société civile. Mais il y a aujourd'hui énormément de démarches culturelles émanant d'Irakiens, que ce soit des expositions, que ce soit dans les Beaux-Arts. Aujourd'hui, ça pullule d'étudiants qui cherchent à s'exprimer. Moi, je peux citer même un carnet de route que j'ai fait en Irak, je crois que c'était en 2013, donc il y a à peine 5-6 ans, où j'ai pu faire un tour dans l'université des arts, dans les Beaux-Arts à Bagdad, et j'ai vu déjà énormément de vocations. Et donc aujourd'hui, oui, il y a énormément de choses qui se font au niveau culturel. Par rapport à cette blogueuse qui a été assassinée, est-ce que la jeunesse qui peut s'exprimer aujourd'hui par tous les moyens culturels traditionnels et les nouveaux moyens sur le net, est-ce que c'est bridé, ou est-ce qu'ils vont au-delà des censures, si on peut dire, ou d'autocensure? Ils vont au-delà. Ils n'ont plus peur de s'exprimer, parce qu'il y a effectivement des brimades, des intimidations et de la censure. Plusieurs fois, des hommes armés ont fait irruption dans des universités, plusieurs fois, parce qu'ils jugeaient que les étudiants ne respectaient pas, entre guillemets, la tradition, ou s'exprimaient trop, d'ailleurs, selon ces miliciens. Et donc, ce que j'ai vu, moi, que ce soit la blogueuse qui a été assassinée en pleine rue, ou des centres culturels qui ont été visés par des attentats, ou des cafés où on célébrait juste l'amour du football. Dès le lendemain, les Irakiens manifestaient, et dès le lendemain, ils exprimaient leur désir d'aller encore plus loin. Donc non, je crois que la jeunesse aujourd'hui en Irak se bat pour pouvoir s'exprimer. Quelles sont les choses positives que vous observez aujourd'hui en Irak? La première, de toute façon, pour être très concret, c'est qu'on peut un peu plus facilement aller à Bagdad aujourd'hui. La violence a quand même baissé, mais au prix de divisions et de comment dirais-je, de quartiers qui sont devenus des compartiments où en fait il y a des murs qui ont défiguré la ville, malheureusement. Et, des murs qui ont été construits. Oui, pour séparer les quartiers sunnites des quartiers chiites, même si ça commence aujourd'hui les murs commencent à tomber, mais même si la violence a baissé, ce qui est quelque chose de très bien, la capitale, donc Bagdad, a été quand même défigurée et est devenue bien plus homogène qu'à l'époque, malheureusement.
ce qu'il y a de positif, j'en reviens encore une fois à eux, parce que pour moi c'est l'avenir, c'est la jeunesse irakienne qui se démarque de ces mouvements sectaires et politiques qui pourrissent la vie des Irakiens. Et moi j'ai énormément espoir en eux, encore une fois, parce qu'ils ne fuient plus le pays. Ils ne veulent plus fuir, ils veulent affronter l'avenir. Et ça commence par la reconstruction de l'identité. Et ça, c'est quelque chose qui est très positif, je trouve. Votre documentaire, donc Le Parfum d'Irak, on peut le voir en ligne, en version maintenant intégrale. Il est sur le site d'Arte et ils ont permis le partage et l'intégration sur les autres sites. Donc on peut le voir aussi sur So Sweet Planet, puisqu'on l'a déjà partagé. Est-ce que cette forme, le film d'animation, je crois que c'était votre première expérience, Oui. vous a donné envie de raconter d'autres histoires sous cette forme? Pas forcément les vôtres, pas forcément vos histoires, mais est-ce que vous avez envie de renouveler cette expérience? Oui, moi j'ai adoré en fait plonger dans ce monde de l'animation, pour la simple et bonne raison qu'elle permet beaucoup plus de liberté, de ton, beaucoup plus de liberté dans le message. Là, en l'occurrence, il s'agit de ma propre histoire, mais oui, je ne suis pas contre aller vers d'autres histoires, même si elles seront racontées évidemment de manière différente et de manière moins intimiste, je pense. Mais le monde de l'animation est formidable parce qu'il permet beaucoup de choses. Et donc oui, moi j'espère aller encore plus loin et continuer à avoir un autre médium. Voilà. C'est un nouveau médium que j'ai trouvé et qui me permet de raconter les choses autrement. Vous avez des projets déjà en tête? Alors peut-être une BD, en l'occurrence une BD encore sur l'Irak, sur une ville bien particulière dont on a parlé, qui s'appelle Falloujah. Donc éventuellement un projet de BD sur Falloujah, oui. Pour terminer, j'aimerais que vous nous recommandiez quelques auteurs et peut-être quelques films irakiens pour nous permettre de mieux découvrir la culture de ce pays. Alors il y en a deux qui me viennent en tête, parce que ce sont ceux qui m'ont le plus marqué. C'est quelqu'un qui s'appelle Abbas Fadel, qui a fait un documentaire de 2 fois 3 heures, alors ça peut faire très peur, mais ça passe très vite, qui s'appelle Irak année 0. Et donc c'est 2 fois 3 heures, et c'est à peu près la même démarche. C'est quelqu'un qui est irakien, et qui raconte l'Irak s'effondrer d'un point de vue personnel aussi. Il filme en fait les instants de la chute du régime et puis l'après au sein de sa famille. Et en niveau littérature, il y a quelqu'un qui s'appelle, un écrivain irakien qui s'appelle Ahmed Saadawi, qui a écrit Frankenstein à Bagdad, et qui est l'un des romans tout récents là, qui a été le plus primé dans le monde. Et c'est bouleversant, c'est un roman à lire, Frankenstein à Bagdad, Ahmed Saadawi. Merci beaucoup, Ferhat Alani. Merci à vous et merci pour l'accueil. Bonne continuation. Merci. Au revoir. Au revoir. Vous pouvez retrouver toutes les autres interviews du podcast de So Sweet Planet sur le site sosweetplanet.com. Une interview réalisée par Anne Greff.